Rodolphe Barry est né à Troyes, a vécu en D'où mon Nouvelle-Calédonie. accent canadien. a vécu- Tu as vécu J'avais un accent canadien. en Nouvelle-Calédonie Ouais, et tu habites maintenant du côté de Dijon. c'est ça. C'est tout ce que je sais pour la bio. Bah, c'est bien. Ça suffit. Ouais, voilà. Donc tu viens d'évoquer Charles Juliet, Ouais. qui je pense a une importance Mhm. dans ta démarche d'écrivain aujourd'hui. Mhm. Tu l'as rencontré, tu as fait enfin, comment on peut appeler ça, des entretiens, Non, c'est des récits, c'est Des un récit. récits. Des récits de rencontres. des récits de rencontres. Ouais. Et j'ai l'impression Bah, il qu'il est un peu à l'origine de. Voilà, c'est le premier écrivain que j'ai rencontré. Et voilà, j'étais un peu dans son sillage, disons. On est devenus très amis. Et voilà, dans une proximité. Il m'a beaucoup aidé. Sur l'écriture, mais pas que. sur le deuxième livre paru à la Passe du Vent, qui est un recueil de nouvelles, ce qu'on appelle la quatrième de couve est juste formidable parce que c'est 4 lignes de Charles Juliet. Donc je vous lis ce que dit Charles Juliet de ce recueil, enfin de Rodolphe Barry. Être un véritable écrivain, c'est être tenu par la passion d'écrire, avoir l'amour des mots et le sens de la langue. C'est aussi avoir des choses à dire, le besoin de les dire, les moyens de les dire. C'est aussi également être armé de courage, ne pas redouter la solitude, travailler avec sérieux. Dans la mesure où Rodolphe Barry répond à ce que j'indique dans les lignes qui précèdent, j'ai la conviction qu'il est un véritable écrivain. Signé Charles Juliet. Ce qui est... On peut pas faire mieux, Mhm. je Non, pense, c'est vrai, là. pour vendre un livre. Et donc, Moi, je lisais beaucoup Carver à l'époque, c'est pas sous influence, mais c'est un petit peu ça le précipité de toutes mes lectures. Voilà, au moment où j'écrivais ça, c'est beaucoup de nouvellistes américains, d'écrivains américains que j'admire. et d'ailleurs, c'est que des nouvelles, comment je dis américaines, parce qu'elles se... C'est Elles pas sont aux tous, États-Unis. elles sont tous dans un décor américain. T'as pas vécu là-bas? Non, pas du tout. C'est vraiment fictif. Mm. D'ailleurs, celui-ci, dans les remerciements, donc Devenir Carver, il y a une adresse à Juliet. Oui, Un remerciement toujours. à Jacques Juliet. Donc, qui t'a fait découvrir l'œuvre de Carver. Ouais, Écris-tu. bien sûr, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Carver a écrit sur l'écriture un essai qui s'appelle De l'écriture, qui est une sorte de Bible pour moi, et évidemment qui m'avait indiqué de lire ça, parce qu'on y trouve vraiment tous les conseils qu'on pourrait. C'est un peu conseil à un jeune écrivain, quoi. Et ça me paraît impossible de pas connaître ce texte si on veut écrire, quoi. Parce qu'il y a tout dedans. Donc il m'avait dit, il faut absolument que tu lises ça, et plus c'est les nouvelles, hein, évidemment. Et j'ai trouvé vraiment ce que je cherchais. Ouais. Donc, on va parler de ce livre. Ouais. Donc, qui est maintenant c'est aux éditions Finitude, Mhm. qui ont un peu plus pignon sur rue. Là, il y a une rencontre évidente qui s'est faite avec eux, ou comment ça s'est fait? Ça s'est fait, ils ont un peu par hasard, enfin un mélange. Ils viennent de publier le journal de Thoreau, Mhm. Thoreau. Mhm. Et j'ai découvert comme ça cette maison d'édition. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien, voilà, quelqu'un qui se lançait dans un truc comme ça, sur des textes importants. Je trouvais les livres très beaux. Entre-temps, ma compagne qui est là est rentrée en contact avec eux et elle est traductrice, elle a travaillé avec eux pour les lettres de Cassady. Donc je me suis dit, Thoreau, Cassady, voilà, Carver, ça peut leur dire quelque chose, ça peut peut-être leur donner envie. Donc en fait, j'ai envoyé le texte nulle part, juste à eux. Ah oui. Ouais. C'était pas du tout un pis-aller, c'est avec vous, c'est là que je voudrais que mon livre soit publié chez vous. Et tout de suite, au bout de quelques jours, ils m'ont dit oui tout de suite. Ils ont mis le nez creux. Vous pouvez pas venir ce soir, donc Ah, ils sont de Bordeaux, hein. voilà. L'éloignement, tout se passe pas à Paris. Mais voilà, c'est un très joli catalogue. Ouais. D'ailleurs, qui est pas forcément axé sur la littérature américaine. Pour Non, l'instant. pas que, pour eux c'est une ouverture, c'est nouveau. Ouais. Mm. Et on parlera peut-être de finitude plus tard. Ouais. Donc on a vu le conseil de Charles Juliet. Tu étais avant de rencontrer Juliet ou en même temps lecteur de Carver. Oui. Mais quand on reçoit ce livre, qu'on le voit comme ça, il y a juste la première question, c'est comment on arrive à écrire un livre sur Carver. Enfin, quel est le parcours qui amène à... Ça a commencé simplement par une passion de lecteur, hein, découvrir son œuvre, tout ce qu'on peut trouver sur lui en France, ses entretiens, voilà, et puis en même temps se rendre compte qu'on ne sait pas grand-chose de sa vie.
Ou alors toujours les mêmes poncifs dans des articles où les journalistes reprennent toujours les mêmes trucs, c'est-à-dire des trucs assez pauvres, un parcours voilà, d'écrivain milieu modeste, écrivain alcoolique, puis qui rencontre la gloire avant de mourir. Mais on n'en savait pas plus et c'était un peu réducteur, je trouvais. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est donner la pleine dimension de son parcours et surtout donner montrer une dimension spirituelle voilà, qui n'est jamais commentée à propos de Carver. On n'imagine pas que c'est quelqu'un qui avait des lectures beaucoup plus fines que voilà, ce qu'on nous dit d'habitude. Et puis qui s'est ouvert face à la maladie, à la mort, aux épreuves, qui s'est ouvert, oui, spirituellement. Et donc ça, j'ai voulu, je me suis dit, il faut absolument pas lui rendre justice, mais écrire ça, parce que donner une pleine dimension de son parcours, hein, qui a une vie vraiment mouvementée, avec le meilleur et le pire. Mais il a su progresser, il a su dépasser pas mal de choses, et c'est ça qui m'intéressait, c'est l'évolution. C'est vrai qu'on sent vraiment une réelle évolution. Ah ouais, mais c'est quelqu'un qui a été en évolution tout le temps, qui a su se transformer, qui a su reconnaître ses erreurs, qui a su dépasser des choses qui l'empêchaient de vivre, d'écrire et d'aimer. Et il a su, évidemment, avec l'alcool, c'était un cocktail explosif de frustration, de violence, et qui a su sortir de tout ça pour s'ouvrir et pour donner la pleine dimension de lui-même. C'est pour ça que le titre, c'est Devenir Carver, c'est qu'il a dû devenir lui-même, celui qu'il était, tout simplement. Qui est, à mon avis, le meilleur titre possible pour... Ça s'est vraiment imposé. C'est vraiment la logique. C'était un tel combat pour lui, pour écrire, que oui, il a dû lutter, voilà, pour devenir qui il était vraiment. Ouais, c'était pas donné. On pourra peut-être rentrer un peu plus dans... Enfin, en fait, tout est là, donc on va pas paraphraser le livre, mais sur la vie de Carver, effectivement, ce qui fait son parcours d'écrivain, ce qui est assez impressionnant. Et ce qu'on disait, c'est qu'il y a beaucoup de malentendus, et donc il y a une certaine justesse et justice dans ce livre, qui restitue un peu un personnage plus complexe, plus oui, humain. Oui, puis en France, il y a très peu de choses en fait au niveau biographique, mais même aux États-Unis, c'est quelqu'un qui n'a laissé pas de journal, pas de correspondance. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de traces biographiques, si ce n'est dans ses nouvelles, ou alors il faut vraiment aller les chercher, quoi. Et ça, c'était ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu tous les événements de sa vie qui ont pu le déterminer et voilà, avoir ce parcours. Ouais. Donc je me suis mis dans la peau de Carver, en quelque sorte, comme un détective. J'ai fait venir des choses des États-Unis, j'ai lu ses entretiens, des biographies, des essais qui sont parus aux États-Unis, qui sont inédits en France, pour essayer de recouper un peu tout ça, avoir une matière, mais une matière romanesque aussi, c'est-à-dire qu'il laisse de la place pour moi. C'est une vision personnelle de Carver. Je ne suis pas biographe, je ne suis pas essayiste, et c'est mes visions de Carver, en fait, des visions intimes que j'ai de Carver. J'avais l'impression de le comprendre. En fait, ça rejoint ma deuxième question, qu'on a failli zapper, mais qui est en fait l'histoire de la forme, enfin comment on peut appeler cette démarche. Pour moi, c'est pas une biographie, c'est pas non plus un roman, ou quoique. C'est quoi, c'est une évocation? Oui, c'est ça, une évocation personnelle, c'est toujours ça, classé, biographie, essai. Non, ça se lit comme un roman parce que sa vie est romanesque et chaque vie peut devenir un roman. C'est la façon dont on va s'en emparer pour la traduire, pour l'écrire. Mais non, c'est pas une biographie, c'est pas un essai, c'est une évocation personnelle de Carver. C'est en fait un texte d'un écrivain qui raconte la vie d'un autre écrivain, d'un homme qui se trouve être écrivain aussi. Mais je pense que même s'il n'avait pas été écrivain, il y avait quelque chose chez lui à aller chercher. C'est quelqu'un qui aurait pu aussi avoir une évolution dans un autre domaine, dans un autre art par exemple. Ça peut être un peintre, ou c'est une démarche artistique qui est commune. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, ni biographie, ni essai, c'est toujours le même truc et la question revient tout le temps. Bah, moi, je l'ai vu... c'est un livre avec Carver et pas sur Carver, contrairement aux essais ou aux biographies. C'est-à-dire que je le suis, je suis avec lui en permanence, je veux le montrer vivant. En général, il y a une distance qui fait que voilà, on parle de quelqu'un, mais là, je veux qu'on soit avec lui, qu'on le sente. Comme un cinéaste qui suit quelqu'un caméra à l'épaule. Tu vois, et qu'on sente la vie quand il est mal, quand il pleure, quand il picole, puis quand il arrive à écrire aussi. Donc vraiment une vision serrée du gars. Mais il y a quelque chose de magique dans ce texte, c'est qu'effectivement on a l'impression d'être
non pas Carver, mais assez près de lui. On a Et, tous quelque chose en nous de Raymond Carver. et assez proche de l'univers de ces nouvelles aussi. Ouais. Enfin, il y a un côté, à un moment où, en gros, pour y aller vite, Carver, c'est une vie entièrement euh, remplie par... Enfin, il y a une certaine forme d'addiction chez Carver à plein de choses. Il y en a eu. Tout le monde connaît à peu près son alcoolisme, qui a été un grand combat Ouais. chez Carver. Mais il y a aussi l'amour, en fait. Il a eu 2 femmes, un divorce, deux mariages qui ont été extrêmement importantes pour Carver écrivain, Ouais. pour qu'on puisse aujourd'hui lire Carver. Il y a aussi une grande importance associée à l'amitié, Mhm. et pas juste parce que ça provoque des beuveries Mhm. avec d'autres soulards, même auteurs. Mhm. Et surtout, la plus grande addiction, c'est l'écriture, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui aurait voulu... Enfin, qui a pas eu la vie d'un écrivain, au sens où, pour lui, c'était pas donné d'écrire. Non, il vient d'un milieu modeste. C'est un autodidacte, même s'il a fait des études supérieures, il a toujours un peu galéré à l'école, il trafiquait les diplômes, il n'a jamais vraiment eu grand-chose, même si ça lui a permis d'enseigner à la fac. Mais c'était pas du tout un intellectuel, ou c'est un autodidacte, et qui voulait écrire, oui, par lui-même, et écrire la vie des gens qu'il connaissait. Hein, il disait il faut écrire sur ce qu'on connaît, c'est le seul conseil que je peux donner à l'écrivain, écrivez sur ce que vous connaissez. Et lui, ce qu'il connaissait, c'était ces milieux plutôt les laissés pour compte du rêve américain. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce truc autour de Shortcut qui l'a rendu un peu plus célèbre en France. Mais il écrivait, oui, la vie des petites gens, des travailleurs. Et bon, l'alcool, c'est venu parce qu'en fait, il ne pouvait pas écrire. Pour 2 raisons. Déjà, son père était alcoolique, donc il y a peut-être aussi un truc un peu comme ça, un atavisme. Et puis, voilà, il s'occupait de sa famille. Il a été père à 20 ans, il avait 2 enfants. Et alors pour écrire, c'est pas évident, quoi. Donc ça le rendait dingue, il devait faire des boulots de merde. Et voilà, l'alcool est entré dans sa vie, c'était une spirale, il ne pouvait plus s'en sortir. Et plus il buvait, moins il pouvait écrire. Et plus ça se passait mal avec sa femme, avec ses enfants, c'était l'enfer au niveau domestique, au niveau familial. Même s'il avait une femme vraiment qui était géniale, sa première femme, parce qu'elle a mis toutes ses aspirations, toute sa vie personnelle, entre parenthèses, à son service. C'est-à-dire qu'elle voulait l'aider à devenir l'écrivain qu'il était. Elle croyait plus en lui que lui-même presque. Et elle était très douée à l'école, elle avait une famille un peu plus privilégiée, et en fait elle aurait pu être avocate ou enseignante à haut niveau, et en fait elle a toujours galéré aussi parce qu'elle faisait les boulots pour permettre à son mari d'écrire. Ouais. Il y a une ligne ou deux, enfin, ou une page, enfin, déjà entre les rounds, là-dessus, sur la difficulté d'écrire quand on a une vie normale, Bah ouais. enfin occupée à d'autres rôles, qui parcourt entièrement ce livre-là. Mais moi je trouve ça marrant de le retrouver aussi dans... Ouais, parce que j'avais une question que j'avais pour la fin, mais il y a quelque chose de signifiant dans ce parcours de Carver, d'écrivain devenant, enfin de Carver devenant, essayant de... enfin, qui tous les jours se met à la tâche, qui arrive ou pas à écrire, qui de toute façon veut ne faire que ça, et qui finit par jouir d'une reconnaissance et d'une vraie réputation d'écrivain que sur les 10 dernières années de sa vie. Mais parce que en fait, il a écrit 11 livres en 10 ans, parce qu'il s'est sorti de l'alcool. Et l'alcool, il ne pouvait pas écrire tant qu'il était alcoolique, c'était pas possible. Il avait atteint des niveaux d'alcoolisme, il allait vraiment crever. D'ailleurs, moi je pense qu'il y a une certaine mort. Pratiquement, hein, il a été 3 fois à l'hôpital, il a vraiment failli mourir. Il y a eu en lui il parle de sa seconde vie, mais c'est une seconde naissance en quelque sorte. Le jour où il a arrêté de boire, il a recommencé à vivre. En fait, il a commencé à vivre. Et ce jour-là, à partir de ce moment-là, il a eu les idées claires, il y a une clarté qui s'est opérée en lui et qui lui a permis vraiment de donner sa pleine dimension d'écrivain. C'est-à-dire il écrivait tout le temps, il n'arrêtait pas, des poèmes, des nouvelles, des essais. Et en 10 ans, il a fait quasiment toute son œuvre. Hein, il aurait pu, je pense, continuer, évidemment, s'il n'était pas tombé malade à 50 ans, il aurait pu encore donner de grandes choses. Mais parce que l'alcool était sorti de sa vie, c'est tout simple.
il était serein, il s'était pacifié, sa vie était plus pacifiée, il s'était réconcilié avec ses enfants, il s'est séparé de sa première femme parce qu'il s'aimait, mais en même temps, il se détruisait l'un l'autre, donc il fallait qu'il en sorte. Et à partir de ce jour-là où il a arrêté l'alcool, il a divorcé, il est reparti voilà, quasiment pour une deuxième vie. C'est ce que tu disais tout Et à l'heure. consacré à l'écriture, et aussi il avait les moyens d'écrire parce qu'il a eu une bourse, il a eu voilà, moyens financiers, matériels, il n'était plus dans la galère comme avant, il avait tout son temps pour écrire, et ça pour lui c'était magique. Il avait vraiment l'impression de gagner au loto, de pouvoir écrire quand il voulait, écrire ce qu'il voulait quand il voulait. Pour lui il n'y avait pas plus grande victoire que ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'espèce de côté spirituel de Carver, enfin cette renaissance-là. Oui. Le livre, en fait, on va parler de la construction très vite. Il commence par la fin, Ouais. 88. On commence, il apprend qu'il est condamné, il lui reste 2-3 mois à vivre. Ouais. Et Au donc, bout de, voilà. de 20 pages, en fait, il y a comme un flashback, enfin Ouais, un retour, c'est ça, un retour. un retour lui sur sa vie. Et donc, Mhm. on rentre là dans sa biographie, Mhm. enfin, son enfance, Ouais. ses parents, son mariage assez précoce, Mhm. ses enfants, 20 ses ans, ouais. déménagements, ses emmerdes, tout ça. Pour revenir ensuite à la fin. Et entre le début, enfin entre l'ouverture du livre et le final, il y a eu toute cette évolution en fait qui est pas, euh, qui est effectivement entièrement comme des tâtonnements, enfin une recherche vraiment oui d'équilibre. Ah ouais, ouais. Et c'est ce qu'on ressent à la lecture du livre en fait. On- Moi je trouve que Carver il a un univers déjà lui-même en tant que lecteur assez attachant, bien que pas rose, enfin assez torturé, avec plein de, Ouais, plein de zones non, plein de ouais, frustration, plein de violence, Il a fallu qu'il pacifie tout ça pour s'en sortir, parce qu'il aurait pu vraiment déjà mourir avant 40 ans. Il a eu des coups où vraiment il a été à l'hôpital, où on l'avait déclaré quasiment mort. Donc il a dû vraiment sortir de tous ses défauts pour progresser. Et il s'en est rendu compte, donc c'était vraiment une volonté chez lui de devenir meilleur, de se transformer. Et l'écriture était aussi un élément, un instrument en quelque sorte pour évoluer, un instrument d'exploration pour évoluer. D'ailleurs, son style, son écriture a fini par rejoindre sa vie, ou sa vie a rejoint son écriture, c'est-à-dire une grande clarté, une grande concision, tournée vers l'essentiel. C'est pour ça que c'est ouvert spirituellement, c'est que déjà par ses lectures, et aussi à l'approche, il avait toujours la conviction, il a toujours la conviction qu'il mourrait jeune. Et ça, il avait toujours ça en point de mire. Son père est mort à l'âge de 53 ans. Il avait dit, mais moi, je ne ferai pas de vieux os, c'est sûr. Donc, j'ai pas de temps à perdre. Vraiment, j'ai peu de temps à passer sur la terre. Il faut que j'évolue, il faut que ça avance. Et donc, par ses lectures, par l'écriture, il s'est ouvert spirituellement. C'était un contemplatif, ça, on ne sait pas, on le savait pas, ça, qui vivait, par exemple, au bord de la mer et qui, tous les jours, il allait méditer, en quelque sorte, sur l'océan. C'est pour ça qu'il a écrit des très beaux poèmes sur la nature, sur la mer, sur les animaux. Enfin, il y a toujours les éléments qui sont très présents parce qu'il se retrouvait là-dedans. Et finalement, à l'approche de sa mort, il ne s'est pas du tout braqué, comme il aurait pu, on pourrait l'imaginer. Non, non, pour lui, voilà, spirituellement, il était fort, il était armé parce qu'il pensait que la mort faisait partie de la vie. Et il était prêt à vivre toutes les dimensions de la vie, donc à mourir, en quelque sorte. Et il était plein de reconnaissance. Sur les 10 ans de Rab, il a écrit un poème qui s'appelle Rab, c'est-à-dire entre 40 ans et 50 ans, il a eu 10 ans magnifiques avec une femme aimante, c'est ce qu'il dit, avec des livres, avec des amis, avec des lecteurs dans le monde entier. Et le fait d'avoir vécu ces 10 ans-là, il n'avait aucune rancœur. Il était plein de reconnaissance et de gratitude à l'égard de la vie. Et c'est pour ça qu'il faut être quand même assez fort spirituellement pour, à l'approche de sa mort, être serein, être dans la gratitude plutôt que je sais pas, dans la peur, dans la rancœur ou dans la colère. Et lui, il était armé pour ça. Et je pense que donc il faut vraiment être fort pour ça. Et ça, on ne le savait pas de Carver en France. Il a écrit ses plus beaux poèmes qui sont comme des haïkus, qui ont une force spirituelle, très ramassés, très denses. Ils ne sont pas traduits, par exemple, encore, ces poèmes-là, à l'approche de la mort. Il se sait condamné.
Donc on avait en France une vision de Carver qui était vraiment pas complète, qu'on n'a toujours pas, parce que ces poèmes-là sont pas traduits, mais c'est ce que j'ai voulu un petit peu raconter. Voilà. Il y a plein de choses dans ce livre qui, moi, me posent la question aussi de la documentation, comment tu as fait pour retrouver tous ces éléments, parce qu'il y a plein de choses très bluffantes. J'ai pas cherché d'où ça pouvait venir, parce que il n'y a pas d'intérêt au moment où on le lit, c'est pas la question. Il y a par exemple cette pensée au moment où il se fait condamner, qui est au début du livre, où il s'adresse à son père, enfin, Mhm. qui est plus là, mais en disant voilà, j'aurais pas fait mieux que toi. Ouais. J'aurais pas fait mieux que toi. Au niveau de l'âge, il parle, Ouais, mais aussi de. Enfin, Son père aimerait 53 ans, lui il avait 50 ans, donc il s'adresse à son père intérieurement en disant bah, j'ai pas fait mieux que toi. mais il y a plein de choses comme ça, on a l'impression vraiment d'être dans l'intimité de Carver, Mhm. parce qu'il y a des dialogues, il y a des éléments biographiques, mais il y a aussi beaucoup de paroles que finalement, moi je me demande d'où ça vient. C'est de la recréation, c'est des Non, non, choses. c'est l'imagination, c'est voilà, encore une fois, c'est vraiment une vision personnelle de Carver. On peut me dire, mais non, c'est pas du tout ça, ou il n'était pas comme ça, c'est une évocation intime, quoi. Moi, je l'ai senti comme ça, j'avais l'impression de le comprendre, enfin, de pouvoir être dans sa peau, donc c'était naturel, en fait. Tous les dialogues, la façon qu'il a de s'exprimer, comment il pouvait être, j'ai l'impression que voilà, j'étais connecté Hmm. avec ça. C'est marrant. Enfin, Ouais. c'est. Mhm. Bah, c'est une rencontre, hein, on peut écrire un livre sur un écrivain, j'ai passé 3 ans à écrire ça, que si vraiment il y a une rencontre forte. Comment Voilà. tu as pisté ces lectures, par exemple? Enfin, Ces lectures ouais, Bon, il y en a que j'ai inventé parce que ça m'arrangeait pour mon livre, c'est vrai. Et puis d'autres, voilà, grappiller un peu dans tout ce que j'ai pu trouver de documentation, d'entretien, même s'il n'y a pas grand-chose, mais il y a quelques noms qui revenaient. Et lui-même en a parlé aussi, des fois dans une interview, des fois ou quelqu'un d'autre parlant de lui et citant un auteur. Donc voilà, j'ai essayé de pister un petit peu son parcours de lecteur. Mais bon, on connaît les grands livres et les grands auteurs qui l'ont suivi, Tchekhov, Hemingway, enfin, c'était ses maîtres. Laurence Durel, il y a quelques noms qui l'ont accompagné toute sa vie. Mais c'est un grand lecteur, ça on ne le sait pas. Mais justement, ouais, c'est ce qu'on découvre dans le livre, c'est Bien que, sûr, c'est un fou de littérature, il aimait l'écrire et il aimait lire aussi. en gros, il est un peu considéré comme un prolo de la littérature. Ouais. Il n'est pas né dans un milieu d'écrivain ou littéraire, Ouais. et donc il fait tout à l'arrache. Enfin, en tout cas, il se forme sur le tas, en même temps qu'il écrit. Enfin, il lit énormément, Ouais. tout en écrivant, en essayant d'écrire. J'ai listé pas tous les noms, mais parce que ça parle vraiment d'écriture, et donc de littérature, ce livre. Ouais, C'est c'est ça. pas un biopic sur Carver. Il cherchait rien de racoleur. Enfin, on parle vraiment d'écriture en fait. Ouais, c'était au centre de sa vie, vraiment l'écriture, la question de l'écriture, toujours, le style. Voilà. Le premier nom qui est vraiment important et qui moi me fait penser à Juliet pour Rodolphe Barry, c'est John Gardner. Là justement qui interprète Voilà. très largement. Mais... Son mentor, Ouais. premier professeur, quand il était à 20 ans, il a été là-bas, il y a des ateliers d'écriture, il a rencontré, ça a été déterminant. Et d'ailleurs, oui, c'est un peu évidemment des choses qu'on pourrait retrouver comme ça, qui Ouais. sont aussi personnelles. Ouais, j'ai l'impression que c'est un livre qui parle énormément Mhm. de toi, Rodolphe, que je ne connais Ouais, pas. il y a des choses, ouais. Pas plus que je ne connais quand même. Bien sûr. Je poursuis, donc il y a John Cheever qui est aussi un excellent nouvelliste Ouais. américain, contemporain de Carver. Qui est qui un a eu- grand nouvelliste américain, qui a eu le qui a eu- Pulitzer, qui a Ouais. eu. Ouais. qui est fréquente, enfin que Carver fréquente. Quelqu'un comme Richard Ford que tout le monde connaît aujourd'hui Mhm. est Ils aussi se sont rencontrés présent, alors que Ford venait d'écrire son premier livre. Il était encore inconnu. Et ils sont restés amis les 10 dernières années de leur vie, ils étaient très proches. Ouais. À tel point que Richard Ford était un de ceux qui portait son cercueil. Le jour de Je ses me demandais d'ailleurs obsèques. si c'était pas un de ceux qui avait fait l'édition, enfin à l'origine de l'édition en France de Carver par les éditions de l'Olivier. Je me demandais. je sais pas. Mais parce que Pardon, c'est pas l'éditeur historique l'Olivier, mais. Mais en fait, Olivier Cohen, c'était lui chez Payot qui déjà. C'est ça. Ouais. Parce que bon, bref, ça c'est l'histoire éditoriale. Mhm. Il y a un lien, enfin. Oui, Richard oui, Ford, entre Cohen, Carver et Richard Bon, Ford. on va en citer plein d'autres, mais il y a Tom McGuane qui est aussi associé aux écrivains
des grands espaces américains, enfin au nature writing, enfin ce Ouais, genre ouais, d'univers, ouais. que Carver côtoie un peu à un moment aussi. Enfin, Ouais. cette, Tobias Wolff, un écrivain qui Ouais. n'est pas très connu en France, qui Ouais. est pourtant aux États-Unis un grand aussi, un peu dans la même lignée. Ils étaient très proches, Tobias Wolff, Richard Ford. Et puis là-bas aux États-Unis, tous les écrivains sont profs de fac, enseignent à la fac. Donc en fait, ils se côtoient beaucoup plus qu'en France, parce qu'ils sont collègues, ils se croisent forcément dans des ateliers d'écriture, et c'est pas le même rapport du tout. Donc forcément, il a rencontré tout au long de sa vie, je le raconte dans le livre, John Irving, Ouais. John Carroll Oates, tous ces écrivains qu'on connaît aujourd'hui, ils se rencontraient très très souvent. qui finalement, donc c'est pas un Carver isolé qui écrit dans son coin. Non, 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 lui, quand il était enseignant, il voyait beaucoup de monde, il participait à des revues, il était actif. Peut-être moins sur la dernière partie de sa vie, où c'était un petit peu reculé comme ça dans le Washington, maison au bord de la mer, pour se protéger un petit peu. Et là, il avait pu enseigner. Donc là, il consacrait vraiment tout son temps, et plus solitaire et Mm. plus seul. Ouais. Mais ça fait du bien de lire des noms de gens enfin, qui sont super connus. Hmm. Il n'était pas tous à l'époque, mais déjà. Ouais, ouais. Mais de voir qu'il est aussi dans ce bain-là, lui-même donne des cours, Ouais. enfin, il est vraiment Oui. plongé à fond. Il dans croise ce- quand même, je crois que Sophie, c'est. William Styron. Ouais, William Styron, quand même, Ouais. il enseigne avec lui, avec Ouais, il croise Styron. plein de grands avec, gens, il est édité dans des revues après, à côté de Montreuil, ouais, ouais, Bukowski. qui sont aussi prestigieux que lui aujourd'hui. Mais, Ah oui, que même. lui à l'époque, il est pas Ouais, aussi ouais, connu ouais. qu'eux. Et juste, il y a aussi Bukowski qui donne lieu à un échange, alors, qui est retranscrit justement dans Oui. le livre, enfin, qui est imaginé peut-être, mais de Ouais. façon épique. Enfin, Bukowski qu'on connaît un peu, grand buveur devant l'éternel, enfin, et puis quelqu'un de très excessif, un peu comme Carver aussi, bien Ouais. plus discret, mais qui donne lieu à un poème. On en parlait tout à l'heure tous les deux, mais on peut le refaire devant tout le monde. Il a écrit un poème sur une soirée passée avec Bukowski. D'ailleurs, c'est le plus long poème qu'il ait jamais écrit. Une soirée mémorable. Ouais, enfin, que je vous laisse lire dans le livre parce que. Et encore, il y a juste pas des tout. extraits, hein, ouais, parce que c'est un poème qui fait plusieurs pages et qui est un très très bon poème sur Bukowski. Ouais. Et donc on parlait d'un autre malentendu, parce qu'en fait, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a des malentendus à rectifier, enfin à casser autour de Carver. Je te disais tout à l'heure ce faux courant de petit réalisme, de réalisme sale. comme on Ça, dit c'est en un terme français. qui a été repris une fois, je pense, et puis ça l'a toujours suivi. Et en fait, il n'a rien à voir avec le dirty réalisme, le réalisme sale. On a parlé de ça pour Bukowski, puis pour, je sais plus, pour d'autres écrivains. Mais bon, c'est vraiment une étiquette voilà, qu'il a traînée, et qui n'a rien à voir. Comme le minimalisme, on l'a dit, Ouais. c'est l'inventeur d'un courant qui s'appellera le minimalisme. C'est quelqu'un qui avait dit ça, et finalement en France, ça a toujours été repris dans tous les articles. Voilà, le minimalisme. Alors lui, il disait qu'il détestait ce terme, vraiment qu'il n'avait rien à voir avec ça. Il disait, je suis précisionniste, Ouais. pas minimaliste. C'est différent. Ou maximaliste, il aurait préféré, parce que dire le maximum de choses en un minimum de mots, c'est charger chaque phrase comme un bâton de dynamite. Et c'est le contraire du minimalisme, justement, où il n'y a rien, où c'est petit. Enfin, ça l'énervait vraiment. Et en France, c'est resté, par exemple, ça. Il explique, enfin, dans le livre, on assiste, enfin, il y a des. Il explique qu'on passait 1 heure à chercher la bonne place pour une virgule, Ouais, c'est bah ça, lui, écrire. oui, c'était vraiment le travail sur le mot. Ça paraît bête à dire parce que, voilà, lui, écrire, c'est ça, en fait. Une virgule pouvait l'empêcher de dormir, évidemment. Le placement d'une virgule, il travaillait, chaque texte, chaque nouvelle a été réécrite 20 ou 25 fois avant d'être publiée. Et quand elles étaient republiées, il les retravaillait encore. Il disait, je connais pas un texte qui mérite pas une petite correction. Quel que soit, voilà. Et à chaque fois que ça reparaissait dans des revues, dans des trucs, il changeait encore des choses parce qu'on pouvait toujours améliorer un texte. Et c'était surtout une capacité de travail qu'on ne savait pas. Chaque poème, jusqu'à 30, 40 versions pour un seul poème. Tellement c'était vraiment un perfectionniste. Chaque mot, chaque sonorité était pesée. C'était vraiment... j'ai rarement rencontré quelqu'un qui s'intéressait autant au style, vraiment, qui apportait autant d'exigences à l'écriture. Et ça paraît bête de dire parce que chaque écrivain, ça devrait être comme ça pour chaque écrivain. C'est ça l'écriture, sinon c'est quoi d'autre? Mais on en parle rarement finalement de ce travail-là, vraiment sur la langue, sur
chaque alliance de mots peut créer une image différente. Et lui, il les travaillait mais dans une précision, dans une acuité vraiment que j'ai rarement rencontrée chez les écrivains. Est-ce qu'il existe un fonds Carver ou un endroit où on puisse consulter les manuscrits de Carver du tout, non? Je sais pas, je crois pas. Je crois que sa veuve, Tess Gallagher, veille un peu sur ce qui reste de lui. Peut-être dans des facs, oui, il y a quelques lettres. Notamment les quelques lettres qu'il avait échangées avec son éditeur, Gordon Lish. Mais il n'y a pas grand-chose quand même. Il n'y a pas grand-chose. Il y a aussi des figures tutélaires comme Hemingway, enfin Tchekhov, le premier. Ouais, les grands qui lui ont donné envie de lire, les premières grandes œuvres qu'il a lues. Oui. Hemingway, évidemment, pour le rapport à Nick Adams, là-haut dans le Michigan, les nouvelles de chasse et de pêche, qui disait je veux écrire la même chose, parce qu'il vivait la même chose à cette époque. Quand il était gamin, il pêchait, il chassait, c'était une vie bucolique. Son tout premier texte, c'était une nouvelle sur la pêche, sur la journée. Ouais. Et puis Tchekhov, un peu plus tard, pareil, il aimait le style. C'est vraiment aussi les nouvelles, des textes brefs, où il y a tout, tout est en place, il y a rien à changer, où ça a une sorte de perfection. C'est ce qui l'intéressait. Il y a autre chose aussi que moi j'avais jamais considéré en fait, c'est qu'il voulait être poète. Enfin, il a écrit Il a la commencé poésie, par la poésie au en début, fait. c'est la poésie qui l'amène à l'écriture. Premier texte publié, un poème. Et là, ça a été bingo pour lui, qu'il a une petite revue, qu'il a accepté un poème. Et là, le jour-là, il s'est dit, ça y est, c'est parti, quoi. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'il fait. Et c'était un poème. Enfin, en fait, le même jour, il y a eu un poème et une nouvelle. Mais il disait toujours que sur sa tombe, il voudrait qu'il y ait écrit nouvelliste et surtout poète. C'est ce qu'il a écrit, non? Ouais, c'est ce qu'il a écrit, essayiste, nouvelliste, poète et essayiste. Il y a les trois sur sa... C'est ce qu'il a gravé sur sa tombe. Mais il était très fier de ses recueils de poèmes, encore plus que ses recueils de nouvelles. C'était une satisfaction encore plus grande pour lui, d'avoir une reconnaissance en tant que poète. Quand il signait, il dédicaçait un recueil de poètes, il était aux anges, qu'on puisse s'intéresser à la poésie. Mais il faut reconnaître que ces poèmes sont des embryons de nouvelles. C'est pas une autre conception de la poésie qu'en France, qu'en Europe. C'est beaucoup plus narratif. Chaque poème est une histoire, en quelque sorte, à tel point que certains de ces poèmes sont devenus des nouvelles un peu plus développées. Voilà. Comme chaque nouvelle a aussi une dimension poétique, dans la brièveté, dans la précision. Il voulait en fait donner une dimension narrative à ses poèmes et une dimension poétique à ses nouvelles. Ça, pour lui, c'était tout pour lui. Est-ce qu'on parle de Gordon Lish Gordon Lish, c'est son premier éditeur qui a commencé très sympa, qui l'a aidé, qui avait un certain pouvoir, il dirigeait Esquire, c'est une revue aux États-Unis importante qu'on n'a pas en France, on ne peut pas comparer parce que ça n'a pas du tout le même rapport, mais où tous les grands écrivains étaient publiés. Et il lui a fait paraître ses premières nouvelles dans ce texte et ça lui a mis le pied à l'étrier. Il a édité son premier recueil. Ça s'est un peu mal passé parce que lui c'était vraiment un sabreur. Alors déjà Carver écrit concis, vraiment à l'os, et l'autre c'était vraiment un boucher qui lui sabrait tout. Et donc il a publié son premier recueil comme ça, qui a eu du succès, qui l'a fait connaître, mais Carver l'avait un peu mauvaise parce qu'il n'avait pas pu faire vraiment ce qu'il voulait. Ça l'a même rendu malade, à tel point que sur le deuxième recueil, ça a explosé entre eux parce que c'était pas possible. Et l'autre prenait le pouvoir et Carver vraiment a dit j'aurais fini par écrire des nouvelles que moi-même je n'aurais pas envie de lire. Tellement elles étaient concises, ramassées, lui il voulait plus se développer. Même s'il reste bref et concis, il voulait que ce soit un peu plus généreux, disait. Mettre un peu de viande sur l'os, quand même. Et du coup ça n'a pas été entre eux, voilà, il y a eu un clash, en gros. Donc Lish avait édité juste le premier. Ouais, mais ça a été loin entre eux. C'était vraiment un rapport un peu pervers. L'autre avait le pouvoir. Ça a été vraiment très loin. Ça l'a empêché de dormir. Il a failli repicoler à cause de cette histoire. Parce que ça le rendait malade. Hein. Artistiquement, il se sentait violé, défait de son travail. Et comme un cinéaste peut l'être quand il y a un monteur qui passe ou un producteur qui vient dire voilà, c'est pas ça. Vraiment, il en a été malade à tel point qu'il a été obligé de le quitter, et ça a été une bonne chose. Même s'il est resté toujours redevable et sans rancœur à son égard, parce qu'il lui a quand même mis le pied à l'étrier, et sans lui, certainement, qu'il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Ça, c'est clair. Bah, moi, j'ai souvent entendu l'éditeur français, donc Olivier Cohen, on y revient, qui l'a un peu rencontré et qui disait en présentation au libraire, donc pour vendre ses livres,
que Carver était vraiment pris au piège par cette histoire et qu'il en a vraiment souffert. Ouais. On retrouve une lettre d'ailleurs dans l'édition de Beginners, enfin, d'après la volonté enfin, d'après le manuscrit initial de Carver. Beginners, c'est ça. Oui, je la connais, cette lettre. Malheureusement, en français, elle rend pas du tout compte de leur relation. Ouais. Complètement faussée, encore une Elle fois. donne une image de Carver un peu pitoyable d'ailleurs. Elle est très mal traduite. Ils se vouvoient dans la lettre alors qu'ils étaient copains comme cochons. Ils allaient aux putes ensemble. Et là, dans la lettre, cher Gordon, je me permets de vous. Alors, c'est pas du tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une lettre quand même déchirante d'ailleurs, puisqu'il le supplie. Il le supplie, de restituer il est ses à textes. l'agonie, il va en crever. Il lui a écrit des lettres et des lettres, mais vraiment plusieurs fois. Je le raconte parce que c'est quand même un épisode important dans sa vie. Cette histoire avec Lich qui a été terrible. Il l'a supplié, il était prêt à se mettre à genoux. Enfin, il est revenu à la charge. Et l'autre était intraitable parce qu'il voulait le pouvoir, montrer que c'était lui qui avait le pouvoir, qui était l'éditeur. Et c'était vraiment un jeu, un pervers en fait. Hein. Lui-même n'avait pas beaucoup de talent. D'ailleurs, il a écrit des livres qui ont jamais vraiment marché. Et en fait, il a compris qu'il voulait faire de Carver une marionnette en quelque sorte. Il voulait que ce soit sa marionnette. Et l'autre l'a compris et l'a envoyé bouler parce qu'il allait en crever de toute façon. J'ai vu hier qu'il animait des ateliers d'écriture et qu'il publiait des recueils de nouvelles issues de ces ateliers et dans lesquels il casait ses textes. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais c'était un écrivain un peu frustré en Ouais, fait. bah carrément. Il y avait une jalousie en fait qui s'était installée. Parce qu'en fait, l'élève, le petit gars qu'il avait repéré, prenait une dimension tout seul. Hein, il s'épanouissait en tant qu'écrivain. Il avait un succès de son vivant, même s'il est mort jeune. Il a été traduit dans le monde entier en hébreu. Il disait en hébreu, bon, des cons. Ses œuvres complètes de son vivant traduites par Murakami quand même au Japon. J'ai découvert ça aussi, c'est très surprenant. C'est quand même pas mal quoi. En 10 ans, avoir cette notoriété mondiale, avec des adaptations au cinéma un peu partout, avant même que Shortcut soit fait. Hein. C'était après sa mort. Mais il avait il avait une reconnaissance vraiment un peu internationale. Donc il y a tous ces événements-là dans le livre, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi c'est surtout un hommage à Carver certes, mais à cette urgence de l'écriture. À la nécessité d'écrire. Ouais. En fait, c'est le désir absolu. Voilà, mais ça pourrait être encore une fois une nécessité de créer. C'est quelqu'un qui ne peut pas ne pas écrire. C'est-à-dire qu'il est prêt à envoyer bouler sa femme et ses enfants tellement il veut écrire. À quel point on peut aller par cette nécessité, ce que ça peut faire. Donc c'est aussi le portrait d'un artiste. Au-delà de l'écriture, au-delà de Carver, c'est le portrait d'un artiste qui veut créer et qui est prêt à tout pour ça. Et ça montre la force qu'il faut avoir, ce qu'il faut endurer, contre quoi il faut lutter. Et voilà, dans ce cas heureux, voilà il n'a pas lâché l'affaire et il a réussi vraiment à devenir l'écrivain qu'il voulait être. Et c'était vraiment une satisfaction. En fait, il avait réalisé son rêve. Et voilà, c'est un peu ce portrait-là que j'ai voulu faire. Mais au-delà de Carver de l'écriture, c'est vraiment d'un artiste qui peut rencontrer tous les obstacles possibles et qui ne lâche pas l'affaire. Même quand il disait mais comment c'est possible que cette flamme ne se soit pas éteinte, c'est qu'il avait en lui un truc tellement fort, c'est que même des fois si elle a vacillé, elle est restée allumée et ça lui a permis vraiment de devenir l'écrivain qu'il voulait être. On retombe sur le titre. Voilà. Donc c'est aussi ce parcours-là que j'ai voulu raconter. Et pour toi, de façon personnelle ou en tant qu'auteur aussi, qu'écrivain, il y a un exemple chez Carver. Oui, celui-là justement, de quelqu'un qui est autodidacte, qui est pas du tout amené à ça, voilà, l'écriture. Quand il était avec son père était affûteur dans une scierie, sa mère était un petit boulot de vendeuse et voilà, qu'il a un tel besoin que peu importe d'où on vient, il a ça en lui, il va jusqu'au bout. Ouais, bien sûr. Il y a un truc vraiment courageux chez lui. Cette recherche de sincérité, de vérité aussi. Tout le temps authentique, il a fait des conneries, il a tabassé sa femme, il était prêt à reconnaître ses erreurs, parce qu'il disait, voilà, j'ai fait ça, mais il faut avancer. Mais il reconnaissait ses erreurs, pour lui c'était important. Et c'était une façon d'évoluer toujours. Il pouvait pas revenir là-dessus, c'était fait, et tout ce qu'il pouvait dire aujourd'hui, c'est je peux me comporter bien aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je peux.
Et ça, c'était une évolution voilà, spirituelle, son caractère, qui est importante, parce que on a tous en nous Carver. C'était une plaisanterie, mais je crois que ça peut toucher tout le monde, ce livre. Parce que Carver, c'est nous. Il y a- qu'on lise un poème ou n'importe lequel de ses poèmes, ou qu'on ouvre une de ses nouvelles, on va se retrouver dedans, forcément. C'est évident. Par des défauts, par des manques, par une nécessité d'écrire, c'est des écrivains, ou par autre chose. Puis Dans l'amour, dans nos relations il y a aux certaines autres. lâchetés, Il y a toujours quelque chose, il est tellement vrai, tellement authentique, que c'est universel en fait, tout simplement. mais c'est exactement ça ce livre en fait. Aussi. Ah ouais, ah ouais. Non mais je trouve qu'il y a vraiment, on accède à ça. Euh, cette histoire de pas tricher. Il y a un leitmotiv, c'est d'écrire comme on vit, enfin d'écrire pour, Ouais. de vivre pour écrire. Écrire à enfin. partir de ce qu'on est, sur ce qu'on connaît. Lui, il était contre les trucs, et puis surtout contre voilà, de s'inventer un style ou d'être dans la littérature. Lui, ça ne l'intéressait pas. Lui, c'était écrire la vie. Vivre pour écrire. Voilà, écrire. Il avait une conception. Sa conception de l'écriture a fini par rejoindre celle de sa vie, où on ne sait pas. Les deux sont tellement mêlés qu'on ne sait pas. La vie et l'écriture sont une même aventure chez lui. Il n'y a pas de différence. Et ça, c'est rare parce que souvent, les écrivains, on lit leurs livres, puis quand on connaît leur vie ou qu'on les rencontre, on se dit oh, dis donc, ouais, on n'imaginait pas ça, ou il y a vraiment une scission, une dichotomie. Lui, pas du tout. Lui, c'était vraiment d'un même tenant. Comme je pense, moi, enfin, les écrivains qui m'intéressent, ou qui m'ont, oui, qui me passionnent, des gens comme Kerouac, ou même comme Peter Hanke dans une autre culture, c'est des gens pour qui la vie et l'écriture sont une même chose, une même aventure. Il y a des représentants Ils n'écrivent pas pour faire des livres. Voilà. Oui. Ils écrivent pour aller au bout d'eux-mêmes. qui aurait comme auteur français dans cette même lignée que tu lis ou que tu connais, Les écrivains français. puisque ça existe. Enfin, moi je pense que oui. Charles Juliet a une certaine authenticité parce qu'il a consacré sa vie à l'écriture. Il a travaillé pendant 30 ans dans le silence et la solitude, sans gagner un centime, sans qu'il soit publié nulle part. Donc lui aussi, il a failli arrêter, mais non, parce qu'il avait ça en lui. Et c'est aussi un jour, c'est venu par hasard. Puis aujourd'hui, il est devenu l'écrivain qu'on connaît, publié aussi partout et reconnu. Mais non, je sais pas, en France. J'aimais bien Philippe Dian pendant un moment, puis ses derniers livres m'ont vraiment déçu. Je trouve que il enchaîne, et justement pour quelqu'un qui parle tout le temps de Carver, sur l'importance du style, de la virgule, quand on lit ses livres, je trouve qu'il en est loin, qu'il a un côté, je me dis, il se relie pas, ou il écrit un livre par an, où il n'y a pas une réelle nécessité. Lui, c'est plus une façon de vivre et de passer son temps, mais chaque livre n'est pas une nécessité pour lui, enfin pour moi, à mes yeux. Sinon, je sais pas, il y en a peut-être, mais je les connais pas. Des écrivains français qui me. T'es surtout un lecteur d'auteurs américains ou enfin d'étrangers Partout où je peux trouver, il n'y a pas de nationalité, pas d'étiquette. Oui, mais évidemment, les écrivains américains sont en prise directe avec la vie. Donc, pour moi, c'est tout de suite, on est avec eux, quoi. Dans la langue et dans la façon d'aborder la littérature. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas plus pauvre, au contraire, parce qu'arriver à rendre la vie telle qu'ils ils le font, c'est fort. Je trouve qu'en France, on a des fois des gens qui écrivent, ouais, mais qui sont dans la littérature, qui veulent écrire. C'est pas, ils trouvent des trucs à écrire. Il y a pas souvent d'intensité, de nécessité. Enfin, je vois pas trop. Je sais pas. Vous avez des noms? J'aime beaucoup Annie Ernaux, mais pareil, dont la vie est sa matière d'écriture. Pareil, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui aime beaucoup Carver. Donc ça se rejoint un petit peu. J'aime beaucoup Annie Ernaux. Pareil, l'importance d'une écriture comme ça, limpide, fluide, qu'on pourrait penser pauvre, mais qui en fait est du grand art, comme chez Tchekhov, où c'est limpide, où c'est cristallin, et c'est pas évident, quoi. C'est vraiment du travail. Ouais, Annie Ernaux, j'aime beaucoup Annie Ernaux. C'est vraiment des écrivains. J'aimais beaucoup Hervé Guibert. Dans un autre domaine, hein. Voilà, les contemporains, je ne pas trop. Je connais pas bien Jean Echenoz, mais on me dit toujours qu'il y a quelque chose chez lui
d'important. C'est pas une œuvre que je connais encore bien. C'est peut-être une écriture moins directe, enfin, moins... Ouais, mais il paraît qu'il y a vraiment quelque chose chez lui. Ouais. Mais qui est plus peut-être dans le style, alors je ne sais pas. Je ne sais pas, plus dans les mots. Les mots pour les mots, des fois, c'est... Voilà, on parle souvent de Pierre Michon. C'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a impressionné à un moment et dont je me suis un petit peu éloigné parce que même si dans son domaine, c'est certainement un grand styliste, mais pour moi, je suis pas du tout sur ce terrain-là. Pour lui, le grand art, c'est de faire des phrases, voilà, qui brodées avec les mots, faire des phrases complexes avec une multitude d'adjectifs, avec des temps parfois un peu compliqués. Et pour moi, écrire simplement, c'est plus difficile encore. Ce qu'on dit aussi souvent de la nouvelle, c'est que c'est plus difficile à maîtriser. Je ne peux pas généraliser, mais je pense qu'écrire les choses essentielles, les choses les plus subtiles avec un minimum de mots, pour moi, c'est le grand art. On rejoint peut-être plus la poésie. Et pour moi, quelqu'un qui dit en une phrase quelque chose d'essentiel, c'est plus fort que de le dire en 10 pages. À mes yeux, hein. Proust a écrit 3000 pages, voilà, c'est un autre domaine, et là il voulait se répandre dans un style qui convenait. Mais à mes yeux, plus c'est ramassé, plus c'est fort, moins il y a de décalage, c'est direct à la pensée en fait. Il n'y a pas d'obstacle entre le cœur, entre ce qu'on lit, la pensée et le cœur, ça va direct. C'est comme un sniff ou je ne sais pas, ou un shot de vodka qui arrive directement au cœur et à la pensée. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de détour en fait. Peut-être du côté des... Alors pas pour les contemporains, mais justement dans les écrivains qui sont publiés par Finitude, justement, qui est l'éditeur de ce livre-là. Je sais pas, les Calais, les Guérin, ces choses-là, c'est des choses que tu as pu lire qui t'intéressent. C'est pas une période ça que je pense que oui, ce sont des écrivains importants, intéressants. Parce que C'est Calais, pas mon c'est terrain. assez pertinent. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi j'ai été influencé par beaucoup d'Américains, puis par des Allemands, c'est bizarre, mais pour moi le plus grand, un de mes livres, peut-être le plus grand livre que j'ai lu, c'est La montagne magique de Thomas Mann. C'est un des livres pareil qui a été un choc à l'adolescence et qui m'a montré ce que pouvait être l'art, la littérature, avec des thèmes. Alors sur un roman classique, là, dans une langue tout à fait autre, mais voilà, l'œuvre de Thomas Mann a été importante. On pourrait citer Camus, par exemple, en France. Ses premiers textes, les Noces, l'été à Tipaza, c'est des textes qui sont parfaits, qui sont de la poésie. En fait, il y a une poésie dans la prose. Ça, Camus, les premiers textes sont magnifiques, c'est ramassé, c'est vraiment des grands textes, je pense. Ouais. Ses carnets, tout ce qu'il y a dans ses carnets, c'est magnifique. Et puis j'aime beaucoup Peter Hanke. Voilà, toute son œuvre plus intimiste, ses carnets, ses journaux, ça a été aussi important pour moi. Pouvoir dire des choses vraiment essentielles, subtiles, avec des mots simples et des mots clairs, ça a été important. Voilà. Mais Hemingway aussi, évidemment, et puis Jack Kerouac, voilà, les écrivains qu'on imagine. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être, non? Personne? Tout le monde Pas est de timide. questions. Je sais plus ce que j'ai vu mentionner un prochain livre, mais à l'époque de parution de un des 3 précédents. Tu as des projets, il y a des choses en cours? Commencer un autre projet, pareil, sur une figure. Alors c'est une autre nature, parce que je peux pas refaire le même livre, je veux pas comme ça. Mais une autre nature, une autre forme, sur un écrivain américain aussi qui a une vie singulière, qui s'appelle James Hadji. Qui a un parcours vraiment singulier, qui est mort à 45 ans, dans un taxi à New York, et qui est mort le jour de la mort de son père. Et on l'a retrouvé sur son bureau, le livre qui racontait la mort de son père, qui s'appelle Une mort dans la famille, qui a été publié après sa mort, posthume, et qui a eu le Pulitzer quelques années après. Et en fait, il a vécu jusqu'à pouvoir raconter la mort de son père, comme pour après pouvoir mourir lui-même. Donc c'est vraiment une vie encore sous haute tension. Ouais, une vie pas mal d'alcool, mais une quête de l'absolu.
peut-être encore pas plus forte, mais d'une autre nature, mais vraiment, le mec il s'est grillé à la recherche de l'absolu, pardon, l'écriture, et puis sa vision du monde, des gens. Vraiment un personnage qu'on connaît pas bien en France, parce que son œuvre n'est pas, excusez-moi, toute son œuvre n'est pas traduite. Bah, moi, je connais juste Louon maintenant les grands hommes, ça l'a fait connaître. Et puis après, il y a eu Une mort dans la famille qui a eu le Pulitzer, donc qui est aussi publié en France. Mais il a publié en fait dans 3 domaines, dans 3 genres. Il a commencé le roman. Il a été à chaque fois au maximum, pour moi, au sommet de tous ces genres. Le reportage avec Louon maintenant les grands hommes, qui était à l'origine un reportage pour un journal. Il devait faire quelques dizaines de pages pour Forbes, et en fait c'est quand il est rentré chez lui après un reportage dans le sud de l'Alabama pour raconter ce qu'il voyait, il a écrit un livre de 400 pages, donc impubliable par un journal. 800 pages. Comment ? 800 pages. Ouais, en France, mais là-bas 400 pages, 400 feuillages, je veux dire. Enfin, un gros livre où il a tout mis, vraiment tout déversé. C'est un livre vraiment sublime, mais une sorte d'ovni. Alors, il a été aussi critique de cinéma, il a été le premier aux États-Unis à écrire sur le cinéma comme un écrivain pouvait le faire. C'est-à-dire que pour lui, chaque article, chaque fois qu'il écrivait sur le cinéma, c'était de la littérature. C'est qu'on n'était plus dans la critique, on n'était plus dans le journalisme. C'est que vraiment, il a écrit des œuvres littéraires sur le cinéma. Il a écrit deux livres sur le cinéma qui sont vraiment une bible. Pareil, qui sont ce qu'on a écrit de mieux, enfin, ce que je connais de plus fort sur le cinéma. Et puis, il a écrit des poèmes qui sont inédits en France, et surtout, il a tenu une correspondance depuis qu'il était enfant avec un prêtre. Il a perdu son père très tôt, à l'âge de 7 ans, et il a été dans une école religieuse super stricte. Il a sympathisé avec un prêtre, et toute sa vie, il a écrit à ce prêtre, et il s'est confié, en fait. C'était la seule personne à qui il pouvait raconter tous ses tourments, toutes ses ambitions, toutes ses aspirations. Et il a été marié 3 fois, il avait des enfants, enfin il a eu une vie vraiment mouvementée. Et il a tenu cette correspondance avec ce prêtre. Et donc c'est une mine qui est inédite en France. Enfin, on espère que ce sera traduit bientôt. Et en tout cas, cette correspondance va m'aider, moi, à alimenter mon livre comme une sorte de fil rouge pour parler de lui. Voilà. Je ne demande pas pour quand c'est, il faut prendre travail. Non, pas tout de suite. J'étais en train de relire, j'y reviens, mais c'est 4 lignes de Juliet, que je trouve que ça pourrait autant parler de Carver. Oui, mais c'est la démarche de l'écrivain, de l'artiste en général, quelqu'un qui vit d'une nécessité, puis qui consacre sa vie. Ouais, ça peut être un musicien, un cinéaste, un peintre, c'est la démarche de l'artiste en général. Voilà, J'ai pas de conclusion en fait, je vais juste vous dire pourquoi j'aime ce livre et pourquoi je suis content que Rodolphe soit venu en parler. Parce que après avoir lu Devenir Carver entre les rounds et feuilleter un petit peu les rencontres avec Charles Julet, que j'ai pas lu en entier, mais moi je trouve qu'il y a une filiation et une cohérence et un univers qui se tient, qui est très, si ce n'est cohérent, enfin et j'ai la confirmation ce soir, qui est très sincère, enfin qui est dans cette mouvance-là, qu'on retrouve entièrement dans le livre Devenir Carver, qui est un livre très attachant. C'est bizarre parce que c'est pas rose en fait la vie de Carver. C'est quelqu'un qui est assez torturé par plein de choses, qui est pas à l'aise sa mère. Dans sa vie, ouais. Enfin, il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de choses pas sympathiques chez Carver. Et en même temps, il y a des choses qu'on connaît entièrement, enfin justement, qu'on partage forcément, qu'on connaît. Carver a souvent été traité comme un écrivain du quotidien, ce qui n'est pas non plus une insulte, le quotidien. Sauf que son quotidien dans les nouvelles, il est très très bizarre. Un homme et une femme dans une cuisine, ça peut être une tragédie grecque. Hein. Un homme et une femme silencieux dans une cuisine, ou qui viennent de se déchirer, ou elle vient de se faire avorter, ou il vient de la tromper, ou il vient de la tabasser. Ils se disent rien, ils sont tous les deux dans une cuisine, elle épluche des légumes. Ils racontent ça peut prendre une dimension vraiment, une tragédie grecque. Donc, ouais, et puis un petit côté un peu magique aussi. Enfin, être étrange de nous faire lire des choses qui nous parlent de nous à travers d'autres personnes. Il parle de lui, donc il parle de nous, parce qu'il est. Voilà.
Il y a par exemple Nous, c'est lui. Nous, c'est lui. chez Carver, il y a par exemple cette nouvelle Lui, c'est nous. où un jeune couple est en train de vendre ses affaires. Ça se fait pas chez nous, mais ils ont tout Dans mis la leur rue, mobilier tout dans la dans rue, le jardin, ouais. sur Ouais. la rue, sur le trottoir. Et il y a un plus jeune couple qui arrive en voiture, qui s'arrête, qui commence à s'installer, ouvrir le frigo, prendre des bières. Ouais. Et, Mettre de la musique. et ils se disent tiens, on va prendre ça aussi. Ils finissent par tout brader. Ouais. C'est très étrange. Entre les rounds, il y a le narrateur qui finit par se mettre dans la niche du chien pour avoir la paix pendant un dîner insupportable. C'est très étrange, mais en même temps on y est vraiment. Et on peut se dire que nous aussi on peut avoir ces accès de folie ou d'étrangeté. Ouais, ouais. Et en gros... Quand on regarde avec une loupe le quotidien, si on se voyait filmer dans notre cuisine le matin, il y aurait des trucs vraiment étranges. Hein. Ce serait strange, ce serait limite fantastique, quoi. Il y a du Kafka en puissance. Il adorait Kafka. Ouais. Il y a une dimension comme ça un peu du réel, du quotidien qui prend Dilatation du réel. dilatation du réel qui voilà. il y a c'est- l'absurde aussi du point de vue décalé qu'on peut avoir sur nos propres vies. Ouais. Bref, il y a tout ça dans ce livre-là et qui est vraiment attachant, enfin qui est construit d'une façon très malicieuse parce qu'on commence par la fin, comme je disais tout à l'heure, on a toutes les vicissitudes de la vie de Carver, on a aussi toute l'obstination, on a son bonheur final et puis cette sérénité, mais bon, cette fin, ça finit par la pierre tombale quand même. Mhm. Et entre-temps, on s'est super attaché. Non, ça finit pas par la pierre tombale parce qu'il a donné une interview qui a été publiée après sa mort. Donc après sa mort, il y a une interview finit qui, par- pareil, nous parle encore. Ça finit Finalement, par il est toujours vivant. Je suis un homme chanceux. Ouais. Moi, je trouve ce livre très chanceux. C'est pour la petite pirouette. Mais je sais pas qui l'a pas lu, parce que beaucoup Ah ici... bon, on l'a pas lu. Non, mais qui l'a lu peut-être? Ah, c'est sorti Qui l'a pas lu? Moi, je trouve qu'on apprend... Alors, 17 janvier. 17 janvier. on apprend plein de choses sur Carver, qui est l'argument de livre. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'on apprend plein de choses sur pourquoi on a envie d'écrire. Enfin, pourquoi tu as envie d'écrire. Mhm. Et enfin voilà, il y a tout ça qui est, Ça, on sait pas trop, mais qui est très ça sort, appréciable. Et finalement, ça fait 300 pages presque. mais- Mhm. Ça a l'impression C'est d'être... la moitié en fait de ce que j'avais écrit. Ouais, ah oui, Mhm. ça a été sabré. J'avais Gordon Lish. Moi, aussi. J'ai fini tout de suite, c'est la Non, réputation. en fait, j'avais mis beaucoup plus d'extraits des œuvres de Carver qui rythmaient un petit peu le récit. Mm. Des poèmes en entier, des entretiens, enfin des bribes comme ça, et à cause des droits. Mm. Mais on pensait avoir les droits, et puis quand on a finalement non, donc j'ai dû retirer tout ça, et je le regrette pas parce que c'est bien que ce soit plus condensé finalement, peut-être plus fluide. Les traductions sont bien de ces œuvres, parce que tu parles de précisionnisme. Bah, je trouve qu'il n'y a pas la pleine dimension en fait. Ouais. C'est pas ça a pas. Il faudrait que ce soit retraduit, tu vois, par une seule personne, parce qu'il y a eu plusieurs traducteurs, et en fait, il y a des voix, des tons différents. Plusieurs traducteurs au sein d'un même livre. On n'a pas d'un même livre, mais Non, de son œuvre, tu ouais, vois. ouais. C'est pas comme quelqu'un traduit toute une œuvre où là vraiment il s'immerge et on a vraiment, ça arrive. Et là c'est grand. Mais là il y a eu plusieurs traducteurs et je trouve que on n'a pas la pleine dimension. On a déjà, on sent, hein, c'est quand même bien, mais c'est pas super bien traduit. Ça mériterait d'être vraiment traduit par quelqu'un qui s'y colle sur toute l'œuvre, tu vois, que ce soit cohérent. Et puis je pense qu'il y a un truc, il y a eu des traductions comme ça. Dans les années 80, c'est publié en 80, 85, ces premières œuvres de Carver. Je sais pas, il y a eu toute une flopée d'écrivains américains qui ont été traduits à ce moment-là et qui n'ont pas été super bien traduits. Je pense à Selby, à Hubert Selby, Last Exit to Brooklyn. Ça l'a rendu célèbre, mais en même temps, on n'avait pas la pleine dimension de son livre, de ce que ça pouvait être. C'était toujours adouci, toujours francisé, toujours... On ramène de la littérature. ouais. Une idée de la Et là- littérature. Ouais, alors que là, je pense qu'il y a une nouvelle traduction qui vient d'être faite où on va vraiment avoir la dimension de son travail. C'est bien costaud. Ouais, oui. C'est un- Avec la ponctuation respectée et tout. Ouais, enfin, bah, ils ont dû prendre un parti pris là. Ouais. Mais ouais, c'est très surprenant. Mais en France, quand c'est trop cru, on n'aime pas. C'est souvent gommé, souvent. C'est très difficile de traduire en France des trucs bruts vraiment comme ils sont. Il y a toujours une dimension. On peut dire des sacres bleus ou des saperlipopètes.
pour des fuck ou des machins comme ça. Donc, Mais aussi des modes dans la traduction, enfin des ouais. courants. Non, mais là, ouais, des fois, on n'a pas vraiment le truc cru, quoi. Hein. Je un peu gommé. On va poursuivre en échangeant autour d'un verre. Ah, Euh, d'accord. Juste, forcément, quand on a fini de lire ce livre, on a envie de lire Carver. Ah bah c'est bien, c'était la gageure de J'avoue que j'ai donner pas tout envie de lu. lire son travail, c'est bien. J'ai pas tout lu, donc voilà. C'est aussi, ça provoque des envies, donc c'est bien aussi qu'un livre fasse l'œuvre d'un passeur Super. pour une autre œuvre. Puis ça donne aussi En fait, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. C'est j'ai fini le livre, j'ai eu envie d'aller voir Carver du côté de chez Carver. Ouais, je fais C'est- pas mon ça veut dernier dire que j'ai- compliment, alors j'arrête là. Non, je disais, enfin, moi je suis curieux aussi maintenant de voir ta suite, de lire à nouveau Rodolphe Barry, que j'ai découvert grâce à Finitude, Eh ben, à ce livre-là. Et je suis très enchanté en tout cas de t'avoir lu, de t'avoir rencontré. Eh ben merci. Donc, voilà, Et merci moi de beaucoup. rencontrer des lecteurs comme toi. Donc voilà, nous allons pouvoir passer au bar, sauf si quelqu'un a envie de poser une question, et on peut le faire aussi tout à l'heure.